chers sœurs du Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, messieurs les chefs traditionnels venus pour nous honorer, messieurs et mesdames les responsables de CAF Côte d'Ivoire, chers militants, chers Ivoiriens, vous tous, je voudrais commencer par vous remercier à mon tour pour votre présence là-dessus. Merci d'être là. Merci pour votre foi. Merci pour votre espérance. La CAF Côte d'Ivoire, c'est la voix de 24 partis dans l'opposition. 24 partis unis pour dire oui à la justice. C'est pour ça que je souhaiterais que vous répétez avec moi oui à la justice. Oui à la justice. Oui à la paix. Oui à la paix. Oui à la démocratie. Oui à la démocratie. Oui à la vérité. Oui à la vérité. Depuis le 10 mars 2025, nous avons lancé cet appel. Mais depuis le 9 août 2024, nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires de réforme pour obtenir des élections justes, des élections transparentes, des élections vraiment fondées sur la paix, sur la démocratie, sur le respect du citoyen, sur le respect de nos lois. Nous avons demandé que soit revisité le code électoral de Côte d'Ivoire, que soit auditée la liste électorale pour les élections de 2025. Nous avons même demandé d'annuler la CEI qui existe actuellement pour créer une nouvelle CEI en Côte d'Ivoire. Nous voulons, pour les élections qui viennent, une CEI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour rendre ce découpage-là pour l'ajuster, pour que le découpage devienne équitable. Parce que vous savez, dans notre pays, là, un ouet a le même poids qu'un sénateur. Un agoué a le même poids qu'un agneau. Un bureau a le même poids qu'un coulango. Vous êtes d'accord? Un roi a le même poids qu'un gain. Vous êtes d'accord? Un négrier chef a le même poids qu'un aboulé. Un yaouré a le même poids qu'un règlement. Un haché a le même poids qu'un Yacouba. Et après, si c'est comme ça, on a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Les baoulés. Donc un baoulé a le même poids
directeur général. Ah, on me dit que je n'ai pas oublié la vérité. MDT a le même poids qu'un Kabbalah. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons demandé de revoir le découpage électoral et de s'entendre sur un critère. Si on dit que dans notre pays là, pour avoir droit à avoir un député, il faut avoir 100 000 électeurs. À ce moment-là, on prend tout le pays. Si à Touba, il y a 100 000 électeurs, c'est un député. Mais de la même manière, à Gagnoa, 100 000 électeurs, un député. Si à Gagnoa, ils ont 300 000 électeurs, ça va leur faire. Ça va leur faire. Voilà le découpage que nous avons proposé. Et nous voulons que ça ne soit pas imposé, mais qu'on s'asseye, qu'on discute, et puis qu'on arrête ensemble le critère. Et une fois que le critère est arrêté, on respecte le critère. C'est ça le sens du dialogue politique. Vous voyez, aujourd'hui, on copie sur le plan. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe chez les gens. Mais chez les gens, là, ils ont mis au moins 500 ans pour construire leur démocratie actuelle. Et même tous les jours, ils révisent, en fonction de l'actualité, en fonction de la réalité, en fonction de la nouveauté. Nous avons demandé qu'on s'asseye et qu'on discute sur la sécurité, la sécurisation des élections. Cette année-là, nous ne voulons plus de bagatelles. Chaque année-là, nous ne voulons plus de questions. Vous êtes d'accord avec nous? Cette année-là, nous ne voulons plus de microbes qui viennent infiltrer les outils. Sécurisation forte. Nous voulons qu'à Côte d'Ivoire, comme ça se passe dans le pays des Blancs, nous nous asseyons et que nous discutions du financement des élections. Qui donne quoi? Comment on justifie après les dépenses qu'on a organisées pendant les élections? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça va être légal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bon? Qu'il y en a qui prennent de l'argent, on ne sait pas où, pour financer leurs électeurs comme un candidat pour venir voter, pendant que d'autres n'ont même pas de droit aussi, même un t-shirt à leur électeurs. Nous souhaitons que pendant ces élections qui arrivent là, la communication soit équitable. C'est-à-dire que tu sois candidat du RHDP, candidat du PDCI, candidat du MGC, candidat de quel parti encore? AIRD, candidat du PIP, que vous ayez le même accès à la radio nationale, à la télévision nationale, au journal, Fraternité Matin, etc.
Et si on s'assoit et qu'on discute de tout ça, vous n'allez pas qu'on va être obligé d'aller réformer la Constitution pour avoir une Constitution plus efficace. Voilà ce que nous avons demandé. Ça fait 8 mois. Mais jusqu'à présent, on n'a encore obtenu aucune réponse positive pour s'asseoir et discuter des gens. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a convoqué. Parce qu'on voulait Dieu dans Dieu comme ça. Vous donnez les femmes. Déjà, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Première chose, nous ne sommes pas d'accord avec cette question du parrainage citoyen. Notre loi dit que le vote est secret. Le vote, il est secret. C'est-à-dire le jour du vote, ce que tu vas aller voter, c'est toi seul qui l'as fait. Or, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir déjà des électeurs dans chaque région qui vont s'engager pour dire nous on soutient les candidats. Ce n'est pas constitutionnel. Et donc nous souhaitons qu'on s'asseye et qu'on parle de ça. Il y a une deuxième chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, là, on s'est réunis, on est en train de faire notre meeting. Est-ce qu'on a demandé quelqu'un? Les forces de l'ordre sont là, ils assurent la sécurité. Est-ce qu'on a demandé quelqu'un? Nous sommes à Abidjan, nous sommes à l'Opinion, et nous faisons ce matin. Demain, le PDCI va vouloir aussi faire son rassemblement. Il faut qu'il ait la possibilité de l'organiser. Après demain, le RHDP va vouloir faire son rassemblement. Il faut que le RHDP ait également la possibilité de faire son rassemblement. Les CRDRA. Aujourd'hui, là, si vous allez dans le document, c'est écrit RHDP. Mais, pourquoi je pose ce problème? Parce que récemment, on a un des membres de la Côte d'Ivoire qui a voulu faire un meeting au nord. C'est ce que j'ai dit. Au nord, voilà. Ils lui ont empêché de faire son meeting. Et c'est un député qui a pris la parole pour expliquer que là-bas, là, c'est comment on dit ça, la chef gardée du RHDP. Il n'y a pas de chef gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chef gardée en Côte d'Ivoire. Pourquoi un parti d'avoir le droit de faire des meetings partout dans l'ensemble du pays, et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? C'est pas juste. Notamment, c'est pas juste. C'est pas légal. On n'est pas d'accord. Il y a un troisième problème que je voudrais également soulever. C'est la présence de Kouzou. Vous voyez, récemment,
Durer dehors n'est pas durer dans la vie. Olivier Lebou, président Franck Boda, Richard Mbakna, Tio Abreu, Marcel Binet, Récemment, à Divo, dans le village de l'Africa, dans le village de Daloa, dans le village de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de tous ceux. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer, déclarer leur truc dans le village. Et le préfet et le sous-préfet n'arrivent pas à savoir quelle position ils doivent adopter. Je voudrais rappeler que les deux autres, il ne faut pas parler, il ne faut pas partir des forces de défense et de sécurité du Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité du Côte d'Ivoire, ce sont les policiers et ce sont les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, ils sont là pour gérer des rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, les deux là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des dossiers organisés dans le nord de l'Afrique. Parce que les dossiers, c'est une société militaire de chasseurs traditionnels. Sinon, les ouvriers qui sont là, ils sont là dossiers dans les villages. Les appuyer là, on a notre dossier dans les villages. Mon papa, nos soldats traditionnels dans le village là, pour venir attaquer la République et attaquer les États-Unis et attaquer les autres régions. Il y a un quatrième problème que je vais poser encore. C'est le problème du quatrième mandat de la République. Je considère que les militants du RHDP là ont le droit de choisir leur candidat. C'est leur pouvoir. Ils peuvent avoir envie de présenter des candidats pour leur choix. C'est leur pouvoir. Mais, dans la Côte d'Ivoire, le droit des uns s'arrête où le devoir commence à donc, de la même manière que notre constitution dit, quand ça fait 2 mandats, c'est fini. De cette même manière, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat en 2000. Parce qu'il avait dit, c'est peu. Et donc, vraiment, je demande au parti RHDP de revoir sa copie et de nous proposer un autre candidat. Ils ont de très beaux militants dans leur parti. Ils n'ont pas nous proposer quelqu'un.
Le cinquième problème que je voudrais soulever, c'est le problème de la radiation de certaines personnalités politiques de la liste des électeurs. Or, on a cité Pablo, on a cité Léguité, on a cité Tiam, on a même cité Sorogio, on a cité Akosi Benjo, c'est un nom que je cherchais. Des arguments judiciaires ont été utilisés pour les radier de la liste. Bon, on n'est pas d'accord. Ils ont fait. Ce n'est pas juste, mais ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent savoir. Ça nous permettra de faire baisser la tension dans le pays. Dans cette Côte d'Ivoire que j'aime, cette Côte d'Ivoire que tous ceux qui sont là, présidents de la CAP, ils aiment. Cette Côte d'Ivoire que vous-même qui êtes là, vous aimez. Notre volonté, c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver la cohésion. Et notre vision, c'est d'avoir un pays qui est debout, un pays qui maîtrise son développement, un pays qui maîtrise son avenir, un pays qui maîtrise ses décisions, un pays qui maîtrise sa sécurité. C'est de cette nationale dont nous vivons. Ce n'est pas un pays qui utilise la force pour s'imposer. Dans ce pays-là, aujourd'hui, moi j'ai 75 ans. Mais mon avenir, c'est vous. Mon avenir dans ce pays-là, c'est vous. Et ce dont je viens pour ce pays, que vous soyez capable de m'organiser un avenir prospère, apaisé, tranquille. Je sais que vous êtes capable. Je sais que vous, la jeunesse, vous êtes capable. Et je vais vous donner quelque chose. Nous avons eu, il y a quelques jours, des jeunes Ivoiriens qui viennent de rapporter le premier prix mondial à la prestigieuse compétition internationale une compétition qui a eu lieu en Chine, compétition d'informatique organisée en Chine la semaine dernière. Et ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont été champions, ils ont rencontré le premier.
vous donne un deuxième exemple. J'ai reçu une jeune femme. Son père, qui avait beaucoup d'admiration pour moi, l'a baptisé et il est Simone. Elle s'appelle comme Abou et lui. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle m'a dit, je fabrique des produits cosmétiques. Les cheveux, la peau, etc. Parce que ce que les gens ivoiriens sont capables de faire. Ils sont créatifs, ils sont inventifs, ils sont ingénieux, ils sont compétents. Tout ce qu'il leur faut, c'est avoir la paix, c'est avoir la sécurité, c'est avoir quelques moyens financiers pour organiser. Je voudrais m'asseoir. Simone Évêque Gbagbo a longtemps été la première dame de Côte d'Ivoire, mais aussi l'une des figures les plus puissantes et controversées de la scène politique ivoirienne. Depuis sa rupture personnelle et politique avec l'ex-président Laurent Gbagbo, elle tente de redéfinir sa trajectoire à travers son propre parti, le MGC Mouvement des Générations Capables. Peut-elle survivre politiquement et aspirer à la magistrature suprême sans l'ombre tutélaire de son ancien époux? Il serait réducteur de résumer Simone Gbagbo à son ancienne fonction d'épouse présidentielle. Agrégée de lettres, ancienne syndicaliste, combattante historique du FPI, elle fut pendant 2 décennies l'une des architectes du combat contre le régime d'Houphouët-Boigny et ses successeurs. Elle fut aussi députée, vice-présidente du FPI, et une voix redoutée dans les arènes politiques et parlementaires. Contrairement à d'autres premières dames en Afrique, elle n'a jamais été dans l'ombre, mais plutôt aux avant-postes des combats idéologiques, de la stratégie politique et parfois même de la rhétorique incendiaire. Sa carrière politique est donc indépendante en essence, même si elle a longtemps été liée à celle de son mari. Depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2021 et leur divorce prononcé, Simone Gbagbo a pris ses distances, non seulement sur le plan personnel, mais aussi politique. Elle n'a pas rejoint le PPACI, le nouveau parti de Gbagbo, préférant fonder son propre mouvement, le MGC, en août 2021. Elle s'y positionne comme une figure de la refondation, prônant un leadership féminin, générationnel et spirituel. En mettant en avant sa foi chrétienne évangélique et sa volonté de réconcilier la nation, elle cherche à reconstruire une base politique à la fois ancienne, les gbagbistes déçus, et nouvelle, les jeunes et les femmes, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Mais cette rupture, aussi courageuse soit-elle, l'isole aussi d'un électorat important resté fidèle à l'ex-président Gbagbo, qui conserve encore un charisme et une influence décisive dans l'opposition ivoirienne. Le mouvement des générations capables est le véhicule politique de Simone Gbagbo pour ses ambitions présidentielles. Elle l'a dit clairement, elle compte être candidate en 2025 si les conditions le permettent. Elle envoie ainsi un signal fort, elle ne veut pas seulement jouer un rôle secondaire dans l'opposition, elle veut incarner une alternative. Le MGC se veut une plateforme inclusive, nationale, ouverte à la société civile et aux femmes. Il met l'accent sur les valeurs de foi, de paix et de justice sociale. Mais le parti reste encore faiblement structuré, peu présent en dehors d'Abidjan et de quelques bastions sudistes. Il ne bénéficie pas de la même assise que le PPACI, le RHDP ou le PDCI. De plus, Simone Gbagbo souffre d'un lourd passif politique. Condamnée pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010 à 2011, bien que graciée en 2018, elle reste perçue par une partie de l'opinion comme une figure clivante, autoritaire, voire rigide. Ces stigmates freinent son attractivité au-delà de son cercle militant. Il faut toutefois souligner le paradoxe de Simone Gbagbo, elle est à la fois rejetée pour son passé militant dur, et admirée pour avoir brisé les codes d'une politique très masculine. En Côte d'Ivoire, peu de femmes ont osé revendiquer une ambition présidentielle avec autant de clarté. En cela, elle ouvre une voie. Mais ce leadership féminin a ses limites.
Dans une société encore très patriarcale et où le vote obéit largement à des logiques régionales et communautaires, son message féministe et spirituel peut sembler hors sol pour de nombreux électeurs. D'autant plus que la concurrence dans l'opposition est désormais très dense, avec des figures comme Tidjane Thiam, Charles Blé Goudet ou encore Pascal Affi N'Guessan. Simone Gbagbo ne joue pas uniquement la carte solitaire. En rejoignant la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire CAPCI, elle tente de construire une stratégie collective face au RHDP. Ce front commun, qui comprend des partis aussi différents que le COJEP de Blé Goudet, le PDCI de Thiam, ou le LIDE de Mamadou Koulibaly, veut faire pression pour des réformes électorales et une meilleure représentativité. Dans ce cadre, Simone Gbagbo pourrait se positionner comme faiseuse de consensus plutôt que comme candidate principale. Elle bénéficierait alors d'une légitimité politique renforcée, même sans figurer en tête du ticket présidentiel. Mais l'histoire de l'opposition ivoirienne montre que les coalitions tiennent rarement jusqu'au bout. Les égos, les calculs électoraux, les querelles d'anciens camarades finissent souvent par les faire exploser avant le scrutin. Peut-elle devenir présidente sans l'influence de Gbagbo? La réponse courte, oui, en théorie. Elle en a la stature, l'expérience, la base militante initiale. Mais la réponse réaliste est plus nuancée, elle aura besoin d'un alignement exceptionnel de circonstances. Simone Gbagbo ne bénéficie plus du soutien structurant que lui offrait Laurent Gbagbo. Elle doit donc tout reconstruire, image, réseau, appareil. Elle fait face à une rude concurrence au sein même de l'opposition. Elle reste associée à un passé lourd, dans un contexte où la majorité des Ivoiriens, notamment les jeunes, réclament un renouvellement de la classe politique. Elle peut toutefois capitaliser sur plusieurs leviers, une rhétorique de rédemption politique, insistance sur la foi, la réconciliation, le pardon. Son rôle de femme pionnière dans la politique ivoirienne. Un discours de justice sociale en phase avec les préoccupations populaires vie chère, inégalité, marginalisation des femmes. Mais ces leviers ne suffisent pas toujours à compenser l'absence d'un grand appareil politique et la fatigue historique d'un électorat lassé des figures de la crise de 2010 à 2011. Scénario d'avenir, quelle carte Simone Gbagbo peut-elle jouer? 1. Candidature présidentielle indépendante, elle s'affirme seule, assume son passé, son style et tente un coup de poker électoral. Risqué, mais symbolique. 2. Candidature de coalition, elle s'efface derrière un candidat consensuel par exemple Thiam et négocie une place stratégique vice-présidence, assemblée, etc. 3. Repli stratégique, elle continue à ancrer le MGC comme parti d'opinion, s'implante localement, vise les élections législatives ou municipales. 4. Retrait progressif, si les conditions ne sont pas favorables, elle pourrait se retirer ou devenir une figure morale de l'opposition, à la manière d'un ancien guide. En conclusion, Simone Gbagbo peut survivre politiquement sans Laurent Gbagbo, elle l'a déjà prouvé. Mais devenir présidente en dehors de son influence reste un défi immense. Elle affronte un électorat jeune, volatile, désireux d'alternance, mais aussi peu sensible aux batailles d'héritage politique. Elle devra prouver qu'elle n'est pas qu'un vestige du passé, mais une actrice du futur. Si elle réussit cette mutation, elle pourra jouer un rôle essentiel dans la transition politique à venir. Si elle échoue, elle pourrait rester comme la dernière des combattantes d'une génération bientôt révolue.